Honoré de Balzac. La comédie humaine. Les paysans. Première partie. Qui terre a, guerre a. Chapitre 1. Le château. À Monsieur Nathan, aux Aigues, le 6 août 1823. Toi qui procures de délicieux rêves au public avec tes fantaisies, mon cher Nathan, je vais te faire rêver avec du vrai. Tu me diras si jamais le siècle actuel pourra léguer de pareils songes aux Nathan et aux Blondet de l'an 1923. Tu mesureras la distance à laquelle nous sommes du temps où les Florines du XVIIIe siècle trouvaient, à leur réveil, un château comme les Aigues dans un contrat. Mon très cher, si tu reçois ma lettre dans la matinée, vois-tu de ton lit, à 50 lieues de Paris environ, au commencement de la Bourgogne, sur une grande route royale, 2 petits pavillons en briques rouges, réunis ou séparés par une barrière peinte en vert. Ce fut là que la diligence déposa ton ami. De chaque côté du pavillon serpente une haie vive, d'où s'échappent des ronces semblables à des cheveux follets. Ça et là, une pousse d'arbre s'élève insolemment. Sur le talus du fossé, de belles fleurs baignent leurs pieds dans une eau dormante et verte. À droite et à gauche, cette haie rejoint 2 lisières de bois, et la double prairie à laquelle elle sert d'enceinte a sans doute été conquise par quelques défrichements. À ces pavillons déserts et poudreux commence une magnifique avenue d'ormes centenaires, dont les têtes en parasol se penchent les unes sur les autres et forment un majestueux berceau. L'herbe croît dans l'avenue. À peine y remarque-t-on les sillons tracés par les doubles roues des voitures. L'âge des ormes, la largeur des 2 contre-allées, la tournure vénérable des pavillons, la couleur brune des chaînes de pierre, tout indique les abords d'un château quasi royal. Avant d'arriver à cette barrière, du haut d'une de ces éminences que, nous autres Français, nous nommons assez vaniteusement une montagne, et au bas de laquelle se trouve le village de Couches, le dernier relais, j'avais aperçu la longue vallée des Aigues, au bout de laquelle la grande route tourne pour aller droit à la petite sous-préfecture de la ville aux Failles, où trône le neveu de notre ami des Lupeaulx. D'immenses forêts posées à l'horizon, sur une vaste colline côtoyée par une rivière, dominent cette riche vallée encadrée au loin par les monts d'une petite Suisse, appelée le Morvan. Ces épaisses forêts appartiennent aux Aigues, au marquis de Ronquerolles et au comte de Soulanges, dont les châteaux et les parcs, dont les villages vus de loin et de haut, donnent de la vraisemblance au fantastique paysage de Bruegel de velours. Si ces détails ne te remettent pas en mémoire tous les châteaux en Espagne que tu as désiré posséder en France, tu ne serais pas digne de cette jolie narration d'un Parisien stupéfait. J'ai enfin joui d'une campagne où l'art se trouve mêlé à la nature, sans que l'un soit gâté par l'autre, où l'art semble naturel, où la nature est artiste. J'ai rencontré l'oasis que nous avons si souvent rêvé d'après quelques romans, une nature luxuriante et parée, des accidents sans confusion, quelque chose de sauvage et d'ébouriffé, de secret, de pas commun. Enjambe la barrière et marchons. Quand mon œil curieux a voulu embrasser l'avenue où le soleil ne pénètre qu'à son lever ou à son coucher, en la zébrant de ses rayons obliques, ma vue a été barrée par le contour que produit une élévation du terrain. Mais après ce détour, la longue avenue est coupée par un petit bois, et nous sommes dans un carrefour, au centre duquel se dresse une obélisque en pierre, absolument comme un éternel point d'admiration. Entre les assises de ce monument, terminé par une boule à piquant, quelle idée, pendent quelques fleurs purpurines ou jaunes selon la saison. Certes, les Aigues ont été bâties par une femme ou pour une femme. Un homme n'a pas d'idée si coquette. L'architecte a eu quelques mots d'ordre. Après avoir franchi ce bois, posé comme en sentinelle,
je suis arrivé dans un délicieux pli de terrain, au fond duquel bouillonne un ruisseau, que j'ai passé sur une arche en pierre moussue d'une superbe couleur, la plus jolie des mosaïques entreprises par le temps. L'avenue remonte le cours d'eau par une pente douce. Au loin se voit le premier tableau. Un moulin et son barrage, sa chaussée et ses arbres, ses canards, son linge étendu, sa maison couverte en chaume, ses filets et sa boutique à poissons, sans compter un garçon meunier qui déjà m'examinait. En quelque endroit que vous soyez à la campagne, et quand vous vous y croyez seul, vous êtes le point de mire de 2 yeux couverts d'un bonnet de coton. Un ouvrier quitte sa houe, un vigneron relève son dos voûté, une petite gardeuse de chèvres, de vaches ou de moutons grimpe dans un saule pour vous espionner. Bientôt, l'avenue se transforme en une allée d'acacias qui mène à une grille du temps où la serrurerie faisait de ces filigranes aériens qui ne ressemblent pas mal aux traits enroulés dans l'exemple d'un maître d'écriture. De chaque côté de la grille s'étend un sceau de loup, dont la double crête est garnie de lances et de dards les plus menaçants, de véritables hérissons en fer. Cette grille est d'ailleurs encadrée par 2 pavillons de concierge, semblables à ceux du palais de Versailles, et couronnés par des vases de proportions colossales. L'or des arabesques a rougi, la rouille y a mêlé ses teintes, mais cette porte, dite de l'avenue, et qui révèle la main du grand dauphin, à qui les aigles la doivent, ne m'en a paru que plus belle. Au bout de chaque saut de loup commencent des murailles non crépies, où les pierres, enchâssées dans un mortier de terre rougeâtre, montrent leurs teintes multipliées. Le jaune ardent du silex, le blanc de la craie, le brun rouge de la meulière et les formes les plus capricieuses. Au premier abord, le parc est sombre. Ses murs sont cachés par des plantes grimpantes, par des arbres qui, depuis 50 ans, n'ont pas entendu la hache. On dirait d'une forêt redevenue vierge par un phénomène exclusivement réservé aux forêts. Les troncs sont enveloppés de lianes qui vont de l'un à l'autre. Des guides d'un vert luisant pendent à toutes les bifurcations des branches où il a pu séjourner de l'humidité. J'ai retrouvé les lierres gigantesques, les arabesques sauvages qui ne fleurissent qu'à 50 lieues de Paris, là où le terrain ne coûte pas assez cher pour qu'on l'épargne. Le paysage, ainsi compris, veut beaucoup de terrain. Là, donc, rien de peigné. Le râteau ne se sent pas. L'ornière est pleine d'eau. La grenouille y fait tranquillement ses têtards. Les fines fleurs de forêt y poussent. Et la bruyère y est aussi belle que celle que j'ai vue en janvier sur ta cheminée, dans le riche cache-pot apporté par Florine. Ce mystère enivre. Il inspire de vagues désirs. Les odeurs forestières, senteurs adorées par les âmes friandes de poésie, à qui plaisent les mousses les plus innocentes, les cryptogrammes les plus vénéneux, les terres mouillées, les saules, les baumes, le serpolet, les eaux vertes d'une mare, les toiles arrondies des nénuphars jaunes, toutes ces vigoureuses fécondations se livraient au flair de mes narines, en me livrant toute une pensée, leur âme peut-être. Je pensais alors à une robe rose ondoyant à travers cette allée tournante. L'allée finit brusquement par un dernier bouquet où tremblent les bouleaux, les peupliers et tous les arbres frémissants, famille intelligente, à tiges gracieuses, d'un port élégant, les arbres de l'amour libre. De là j'ai vu, mon cher, un étang couvert de nymphéas, de plantes aux larges feuilles étalées ou aux petites feuilles menues, et sur lequel pourrit un bateau peint en noir et blanc, coquet comme la chaloupe d'un canotier de la Seine, léger comme une coquille de noix. Au-delà s'élève un château signé 1560, en briques d'un beau rouge, avec des chaînes en pierre et des encadrements aux encoignures et aux croisées qui sont encore à petits carreaux. Oh, Versailles! La pierre est taillée en pointe de diamant, mais en creux, comme au palais ducal de Venise dans la façade du Pont des Soupirs. Ce château n'a de régulier que le corps du milieu, d'où descend un perron orgueilleux à double escalier tournant,
à balustres arrondis, fins à leur naissance et à mollets épatés. Ce corps de logis principal est accompagné de tourelles à clochetons où le plomb dessine ses fleurs, de pavillons modernes à galeries et à vases plus ou moins grecs. Là, mon cher, point de symétrie. Ces nids assemblés au hasard sont comme empaillés par quelques arbres verts dont le feuillage secoue sur les toits ses 1000 dards bruns, entretient les mousses et vivifie de bonnes lézardes où le regard s'amuse. Il y a le pin d'Italie à écorce rouge avec son majestueux parasol. Il y a un cèdre âgé de 200 ans, des saules pleureurs, un sapin du Nord, un hêtre qui le dépasse, puis, en avant de la tourelle principale, les arbustes les plus singuliers, un if taillé qui rappelle quelques anciens jardins français détruits, des magnolias et des hortensias à leurs pieds. Enfin, c'est les invalides des héros de l'horticulture, tour à la mode et oubliés comme tous les héros. Une cheminée à sculpture originale et qui fumait à grand bouillon dans un angle m'a certifié que ce délicieux spectacle n'était pas une décoration d'opéra. La cuisine y révélait des êtres vivants. Me vois-tu, moi, Blondet, qui crois être en des régions polaires quand je suis à Saint-Cloud, au milieu de cet ardent paysage bourguignon. Le soleil verse sa plus piquante chaleur. Le martin pêcheur au bord de l'étang, les cigales chantent, le grillon crie, les capsules de quelques graines craquent, les pavots laissent aller leur morphine en larmes liquoreuses, tout se découpe nettement sur le bleu foncé de l'éther. Au-dessus des terres rougeâtres de la terrasse, s'échappent les joyeuses flamberies de ce punch naturel qui grise les insectes et les fleurs, qui nous brûle les yeux et qui brunit nos visages. Le raisin se perle, son pampre montre un voile de fil blanc dont la délicatesse fait honte aux fabriques de dentelles. Enfin, le long de la maison brillent des pieds d'alouettes bleues, des capucines aurores, des pois de senteur. Quelques tubérus éloignés, des orangers parfument l'air. Après la poétique exhalation des bois qui m'y avaient préparé, venaient les irritantes pastilles de ce sérail botanique. Au sommet du perron, comme la reine des fleurs, vois enfin une femme en blanc et en cheveux, sous une ombrelle doublée de soie blanche, mais plus blanche que la soie, plus blanche que les lys qui sont à ses pieds, plus blanche que les jasmins étoilés qui se fourrent effrontément dans les balustrades. Une Française née en Russie qui m'a dit « Je ne vous espérais plus !» Elle m'avait vu dès le tournant. Avec quelle perfection toutes les femmes, même les plus naïves, entendent la mise en scène. Le bruit des gens occupés à servir m'annonçait qu'on avait retardé le déjeuner jusqu'à l'arrivée de la diligence. Elle n'avait pas osé venir au-devant de moi. N'est-ce pas là notre rêve ? N'est-ce pas là celui de tous les amants du beau sous toutes ses formes, du beau séraphique que Luini a mis dans le mariage de la Vierge, sa belle fresque de Saronno, du beau que Rubens a trouvé pour sa mêlée de la bataille du Thermodon, du beau que 5 siècles élaborent aux cathédrales de Séville et de Milan, du beau des Sarrasins à Grenade, du beau de Louis XIV à Versailles, du beau des Alpes et du beau de la Limagne. De cette propriété qui n'a rien de trop princier ni de trop financier, mais où le prince et le fermier général ont demeuré, ce qui sert à l'expliquer, dépendent 2000 hectares de bois, un parc de 900 arpents, le moulin, 3 métairies, une immense ferme à couches et des vignes, ce qui devrait produire un revenu de 72 000 francs. Voilà les Aigues, mon cher, où l'on m'attendait depuis 2 ans, et où je suis en ce moment, dans la chambre perse destinée aux amis du cœur. En haut du parc, vers couche, sortent une douzaine de sources claires, limpides, venues du Morvan, qui se versent toutes dans l'étang, après avoir orné de leurs rubans liquides et les vallées du parc et ses magnifiques jardins. Le nom des Aigues vient de ces charmants cours d'eau. On a supprimé le mot « vive », car dans les vieux titres, la terre s'appelle « Aigues vives », contrepartie d'Aigues mortes.
L'étang se décharge dans le cours d'eau de l'avenue par un large canal droit, bordé de saules pleureurs dans toute sa longueur. Ce canal, ainsi décoré, produit un effet délicieux. En y voguant, assis sur un banc de la chaloupe, on se croit sous la nef d'une immense cathédrale, dont le chœur est figuré par les corps de logis qui se trouvent au bout. Si le soleil couchant jette sur le château ses tons orangés, entrecoupés d'ombre, et allume le verre des croisées, il vous semble alors voir des vitraux flamboyants. Au bout du canal, on aperçoit un village, Blangy, 60 maisons environ, une église de France, c'est-à-dire une maison mal entretenue, ornée d'un clocher de bois, soutenant un toit de tuiles cassées. On y distingue une maison bourgeoise et un presbytère. La commune est d'ailleurs assez vaste, elle se compose de 200 autres feux épars, auxquels cette bourgade sert de chef-lieu. Cette commune est, çà et là, coupée en petits jardins. Les chemins sont marqués par des arbres à fruits. Les jardins, en vrais jardins de paysans, ont de tout. Des fleurs, des oignons, des choux et des treilles, des groseilliers et beaucoup de fumier. Le village paraît naïf, il est rustique. Il a cette simplicité parée que cherchent tant les peintres. Enfin, dans le lointain, on aperçoit la petite ville de Soulanges, posée au bord d'un vaste étang, comme une fabrique du lac de Thun. Quand vous vous promenez dans ce parc, qui a 4 portes, chacune d'un superbe style, l'Arcadie mythologique devient pour vous plate comme la Beauce. L'Arcadie est en Bourgogne et non en Grèce. L'Arcadie est aux aigues et non ailleurs. Une rivière, faite à coups de ruisseaux, traverse le parc dans sa partie basse par un mouvement serpentin et y imprime une tranquillité fraîche, un air de solitude qui rappelle d'autant mieux les Chartreuses que, dans une île factice, il se trouve une Chartreuse sérieusement ruinée et d'une élégance intérieure digne du voluptueux financier qui l'ordonna. Les aigues ont appartenu, mon cher, à ce bourret qui dépensa 2 millions pour recevoir une fois Louis XV. Combien de passions fougueuses, d'esprits distingués, d'heureuses circonstances n'a-t-il pas fallu pour créer ce beau lieu ? Une maîtresse d'Henri IV a rebâti le château là où il est et y a joint la forêt. La favorite du grand dauphin, mademoiselle Chouin, à qui les aigues furent données, les a augmentées de quelques fermes. Bourret a mis dans le château toutes les recherches des petites maisons de Paris pour une des célébrités de l'opéra. Les aigues doivent à Bourret la restauration du rez-de-chaussée dans le style Louis XV. Je suis resté stupéfait en admirant la salle à manger. Les yeux sont d'abord attirés par un plafond peint à fresque dans le goût italien et où volent les plus folles arabesques. Des femmes en stuc finissant en feuillage soutiennent, de distance en distance, des paniers de fruits sur lesquels portent les rinceaux du plafond. Dans les panneaux qui séparent chaque femme, d'admirables peintures, dues à quelque artiste inconnu, représentent les gloires de la table, les saumons, les têtes de sanglier, les coquillages, enfin tout le monde mangeable qui, par de fantastiques ressemblances, rappelle l'homme, les femmes, les enfants, et qui lutte avec les plus bizarres imaginations de la Chine, le pays où, selon moi, l'on comprend le mieux le décor. Sous son pied, la maîtresse de la maison trouve un ressort de sonnette pour appeler les gens, afin qu'ils n'entrent qu'au moment voulu, sans jamais rompre un entretien ou déranger une attitude. Les dessus de porte représentent des scènes voluptueuses. Toutes les embrasures sont en mosaïque de marbre. La salle est chauffée en dessous. Par chaque fenêtre, on aperçoit des vues délicieuses. Cette salle communique à une salle de bain d'un côté, de l'autre à un boudoir qui donne dans le salon. La salle de bain est revêtue en briques de Sèvres, peinte en camaïeu, le sol est en mosaïque, la baignoire est en marbre. Une alcôve,
caché par un tableau peint sur cuivre, et qui s'enlève au moyen d'un contrepoids, contient un lit de repos en bois doré, du style le plus Pompadour. Le plafond est en lapis-lazuli, étoilé d'or. Les camaïeux sont faits d'après les dessins de Boucher. Ainsi, le bain, la table et l'amour sont réunis. Après le salon, qui, mon cher, offre toutes les magnificences du style Louis XIV, vient une magnifique salle de billard, à laquelle je ne connais pas de rival à Paris. L'entrée de ce rez-de-chaussée est une antichambre demi-circulaire, au fond de laquelle on a disposé le plus coquet des escaliers, éclairés par en haut, et qui mène à des logements bâtis tous à différentes époques. Et l'on a coupé le cou, mon cher, à des fermiers généraux en 1793. Mon Dieu, comment ne comprend-on pas que les merveilles de l'art sont impossibles dans un pays sans grande fortune, sans grande existence assurée? Si la gauche veut absolument tuer les rois, qu'elle nous laisse quelques petits princes, grands comme rien du tout. Aujourd'hui, ces richesses accumulées appartiennent à une petite femme artiste qui, non contente de les avoir magnifiquement restaurées, les entretient avec amour. De prétendus philosophes, qui s'occupent d'eux en ayant l'air de s'occuper de l'humanité, nomment ces belles choses des extravagances. Ils se pâment devant les fabriques de calicot et les plates inventions de l'industrie moderne, comme si nous étions plus grands et plus heureux aujourd'hui que du temps de Henri IV, de Louis XIV ou de Louis XV, qui tous ont imprimé le cachet de leur règne aux aigues. Quels palais, quels châteaux royaux, quelles habitations, quels beaux ouvrages d'art, quelles étoffes brochées d'or laisserons-nous? Les jupes de nos grands-mères sont aujourd'hui recherchées pour couvrir nos fauteuils. Usufruitiers égoïstes et ladres, nous rasons tout, et nous plantons des choux là où s'élevaient des merveilles. Hier, la charrue a passé sur Persan, qui mit à sec la bourse du chancelier Maupoux. Le marteau a démoli Montmorency, qui coûta des sommes folles à l'un des Italiens groupés autour de Napoléon. Enfin, le Val, création de Regnault Saint-Jean d'Angély, Cassan, bâti pour une maîtresse du prince de Conti. En tout, 4 habitations royales viennent de disparaître, dans la seule vallée de l'Oise. Nous préparons autour de Paris la campagne de Rome pour le lendemain d'un saccage dont la tempête soufflera du nord sur nos châteaux de plâtre et nos ornements en carton-pierre. Vois, mon très cher, où vous conduit l'habitude de tartiner dans un journal. Voilà que je fais une espèce d'article. L'esprit aurait-il donc, comme les chemins, ses ornières? Je m'arrête car je vole mon gouvernement. Je me vole moi-même et vous pourriez bâiller. La suite à demain. J'entends le second coup de cloche qui m'annonce un de ces plantureux déjeuners dont l'habitude est depuis longtemps perdue, à l'ordinaire s'entend, par les salles à manger de Paris. Voici l'histoire de mon Arcadie. En 1815 est morte aux aigues l'une des impures les plus célèbres du siècle dernier, une cantatrice oubliée par la guillotine et par l'aristocratie, par la littérature et par la finance. Après avoir tenu à la finance, à la littérature, à l'aristocratie et avoir frôlé la guillotine. Oubliée, comme beaucoup de charmantes vieilles femmes qui s'en vont expier à la campagne leur jeunesse adorée et qui remplacent leur amour perdu par un autre, l'homme par la nature. Ces femmes vivent avec les fleurs, avec la senteur des bois, avec le ciel, avec les effets du soleil, avec tout ce qui chante, frétille, brille et pousse, les oiseaux, les lézards, les fleurs et les herbes. Elles n'en savent rien, elles ne se l'expliquent pas, mais elles aiment encore. Elles aiment si bien qu'elles oublient les ducs, les maréchaux, les rivalités, les fermiers généraux, leur folie et leur luxe effréné, leurs strass et leurs diamants, leurs mules à talons et leurs rouges pour les suavités de la campagne.
J'ai recueilli, mon cher, de précieux renseignements sur la vieillesse de mademoiselle Laguerre, car la vieillesse des filles qui ressemblent à Florine, à Mariette, à Suzanne du Val-Noble, à Tullia, m'inquiétait de temps en temps, absolument comme je ne sais quel enfant s'inquiétait de ce que devenaient les vieilles lunes. En 1790, épouvantée par la marche des affaires publiques, mademoiselle Laguerre vint s'établir aux Aigues, acquise pour elle par Bouret, et où il avait passé plusieurs saisons avec elle. Le sort de la Dubarry la fit tellement trembler qu'elle enterra ses diamants. Elle n'avait alors que 53 ans, et selon sa femme de chambre, devenue la femme d'un gendarme, une madame Soudry, à qui l'on dit madame la mairesse, gros comme le bras, madame était plus belle que jamais. Mon cher, la nature a sans doute ses raisons pour traiter ces sortes de créatures en enfants gâtés. Les excès, au lieu de les tuer, les engraissent, les conservent, les rajeunissent. Elles ont, sous une apparence lymphatique, des nerfs qui soutiennent leur merveilleuse charpente. Elles sont toujours belles, par la raison qui enlaidirait une femme vertueuse. Décidément, le hasard n'est pas moral. Mademoiselle Laguerre a vécu là d'une manière irréprochable, et on ne peut pas dire comme une sainte après sa fameuse aventure. Un soir, par un désespoir d'amour, elle se sauve de l'opéra, dans son costume de théâtre, va dans les champs et passe la nuit à pleurer au bord d'un chemin. A-t-on calomnié l'amour au temps de Louis XV ? Elle était si déshabituée de voir l'aurore qu'elle la salue en chantant un de ses plus beaux airs. Par sa pose, autant que par ses oripeaux, elle attire des paysans qui, tout étonnés de ses gestes, de sa voix, de sa beauté, la prennent pour un ange et se mettent à genoux autour d'elle. Sans Voltaire, on aurait eu, sous Bagnolet, un miracle de plus. Je ne sais si le bon Dieu tiendra compte à cette fille de sa vertu tardive, car l'amour est bien nauséabond à une femme aussi lassée d'amour que devait l'être une impure de l'ancien opéra. Mademoiselle Laguerre était née en 1740. Son beau temps fut en 1760, quand on nommait monsieur de... le nom m'échappe, le premier commis de la guerre, à cause de sa liaison avec elle. Elle quitta ce nom, tout à fait inconnu dans le pays, et s'y nomma Madame des Aigues, pour mieux se blottir dans sa terre, qu'elle se plut à entretenir dans un goût profondément artiste. Quand Bonaparte devint premier consul, elle acheva d'arrondir sa propriété par des biens d'église, en y consacrant le produit de ses diamants. Comme une fille d'opéra s'entend guère à gérer ses biens, elle avait abandonné la gestion de sa terre à un intendant, en ne s'occupant que du parc, de ses fleurs et de ses fruits. Mademoiselle, morte et enterrée à Blangy, le notaire de Soulanges, cette petite ville située entre la ville aux Failles et Blangy, le chef-lieu du canton, fit un copieux inventaire et finit par découvrir les héritiers de la chanteuse, qui ne se connaissaient pas d'héritiers. 11 familles de pauvres cultivateurs, aux environs d'Amiens, couchés dans des torchons, se réveillèrent un beau matin dans des draps d'or. Il fallut l'y citer. Les aigues furent alors achetées par Montcornet, qui, dans ses commandements en Espagne et en Poméranie, se trouvait avoir économisé la somme nécessaire à cette acquisition, quelque chose comme 1100 000 francs, y compris le mobilier. Ce beau lieu devait toujours appartenir au ministère de la guerre. Le général a sans doute ressenti les influences de ce voluptueux rez-de-chaussée, et je soutenais hier à la comtesse que son mariage avait été déterminé par les aigues. Mon cher, pour apprécier la comtesse, il faut savoir que le général est un homme violent, haut en couleur, de 5 pieds 9 pouces, rond comme une tour, un gros cou, des épaules de serrurier qui devait mouler fièrement sa cuirasse. Montcornet a commandé les cuirassiers au combat d'Essling,
que les Autrichiens appellent Grossaspern. Il n'y a pas péri quand cette belle cavalerie a été refoulée vers le Danube. Il a pu traverser le fleuve à cheval sur une énorme pièce de bois. Les cuirassiers, en trouvant le pont rompu, prirent à la voix de Montcornet la résolution sublime de faire volte-face et de résister à toute l'armée autrichienne qui, le lendemain, emmena 30 et quelques voitures pleines de cuirasses. Les Allemands ont créé pour ces cuirassiers un seul mot qui signifie « homme de fer ». En principe, je n'aime pas les notes. Voici la première que je me permets. Son intérêt historique me servira d'excuse. Elle prouvera d'ailleurs que la description des batailles est à faire autrement que par les sèches définitions des écrivains techniques, qui, depuis 3000 ans, ne nous parlent que de l'aile droite ou gauche, du centre, plus ou moins enfoncé, mais qui, du soldat, de ses héroïsmes, de ses souffrances, ne disent pas un mot. La conscience avec laquelle je prépare les scènes de la vie militaire me conduit sur tous les champs de bataille arrosés par le sang de la France et par celui de l'étranger. J'ai donc voulu visiter la plaine de Wagram. En arrivant sur les bords du Danube, en face de la Lobo, je remarquai sur la rive, où croît une herbe fine, des ondulations semblables aux grands sillons des champs à luzerne. Je demandai d'où provenait cette disposition du terrain, pensant à quelques méthodes d'agriculture. Là, me dit le paysan qui nous servait de guide, dorment les cuirassiers de la garde impériale. Ce que vous voyez, c'est leur tombe. Ces paroles textuelles me causèrent un frisson. Le prince, Frédéric S., qui le traduisit, ajouta que ce paysan avait conduit le convoi des charrettes chargées de cuirasses. Par une de ces bizarreries fréquentes à la guerre, notre guide avait fourni le déjeuner de Napoléon le matin de la bataille de Wagram. Quoique pauvre, il gardait le double Napoléon que l'empereur lui avait donné de son lait et de ses œufs. Le curé de Grossaspern nous introduisit dans ce fameux cimetière où Français et Autrichiens se battirent, ayant du sang jusqu'à mi-jambe, avec un courage et une persistance également glorieuse de part et d'autre. C'est là que, nous expliquant qu'une tablette de marbre sur laquelle se porta toute mon attention, et où se lisaient les noms du propriétaire de Grossaspern, tué dans la 3e journée, était la seule récompense accordée à la famille. Il nous dit, avec une profonde mélancolie, « Ce fut le temps des grandes misères, et ce fut le temps des grandes promesses, mais aujourd'hui, c'est le temps de l'oubli. » Je trouvais ces paroles d'une magnifique simplicité. Mais en y réfléchissant, je donnais raison à l'apparente ingratitude de la maison d'Autriche. Ni les peuples, ni les rois ne sont assez riches pour récompenser tous les dévouements auxquels donnent lieu les luttes suprêmes. Que ceux qui servent une cause avec l'arrière-pensée de la récompense estiment leur sang et se fassent condottieri, ceux qui manient ou l'épée ou la plume pour leur pays ne doivent penser qu'à bien faire, comme disaient nos pères, et ne rien accepter, pas même la gloire, comme un heureux accident. Ce fut, en allant reprendre ce fameux cimetière pour la 3e fois, que Masséna, blessé, porté dans une caisse de cabriolet, fit à ses soldats cette sublime allocution. « Comment, est-ce, matin, vous n'avez que 5 sous par jour, j'ai 40 millions, et vous me laissez en avant. » On sait l'ordre de l'empereur à son lieutenant et apporté par M. de Sainte-Croix, qui passa 3 fois le Danube à la nage. Mourir ou reprendre le village. Il s'agit de sauver l'armée. Les ponts sont rompus. Montcornet a les dehors d'un héros de l'Antiquité. Ses bras sont gros et nerveux, sa poitrine est large et sonore, sa tête se recommande par un caractère léonin, sa voix est de celles qui peuvent commander la charge au fort des batailles, mais il n'a que le courage de l'homme sanguin,
il manque d'esprit et de portée. Comme beaucoup de généraux, à qui le bon sens militaire, la défiance naturelle à l'homme sans cesse en péril, les habitudes du commandement donnent l'apparence de la supériorité, Montcornet impose au premier abord. On le croit un titan. Mais il recèle un nain comme le géant de carton qui salue Élisabeth à l'entrée du château de Kenilworth. Colère et bon, plein d'orgueil impérial, il a la causticité du soldat, la répartie prompte et la main plus prompte encore. S'il a été superbe sur un champ de bataille, il est insupportable dans un ménage. Il ne connaît que l'amour de garnison, l'amour des militaires, à qui les anciens, ces ingénieux faiseurs de mythes, avaient donné pour patron le fils de Mars et de Vénus, Eros. Ces délicieux chroniqueurs de religion s'étaient approvisionnés d'une dizaine d'amours différents. En étudiant les pères et les attributs de ces amours, vous découvrez la nomenclature sociale la plus complète, et nous croyons inventer quelque chose. Quand le globe se retournera, comme un malade qui rêve, et que les mers deviendront des continents, les Français de ce temps-là trouveront au fond de notre océan actuel une machine à vapeur, un canon, un journal et une charte, enveloppés dans un bloc de corail. Or, mon cher, la comtesse de Montcornet est une petite femme frêle, délicate et timide. Que dis-tu de ce mariage ? Pour qui connaît le monde, ces hasards sont si communs que les mariages bien assortis sont l'exception. Je suis venu voir comment cette petite femme, Fluette, arrange ses ficelles pour mener ce gros, grand, carré général comme il menait lui ses cuirassiers. Si Montcornet parle haut devant sa Virginie, Madame lève un doigt sur ses lèvres, et il se tait. Le soldat va fumer sa pipe et ses cigares dans un kiosque à 50 pas du château, et il en revient parfumé. Fier de sa suggestion, il se tourne vers elle, comme un ours enivré de raisin pour dire, quand on lui propose quelque chose, « si madame le veut ». Quand il arrive chez sa femme, de ce pas lourd qui fait craquer les dalles comme des planches, si elle lui crie de sa voix effarouchée « n'entrez pas !» il accomplit militairement demi-tour, par flanc droit, en jetant ses humbles paroles. Vous me ferez dire quand je pourrai vous parler. De la voix qu'il eut sur les bords du Danube, quand il cria à ses cuirassiers « Mes enfants, il faut mourir, et très bien, quand on ne peut pas faire autrement. » J'ai entendu ce mot touchant, dit par lui en parlant de sa femme. Non seulement je l'aime, mais je la vénère et l'estime. Quand il lui prend une de ses colères, qui brise toutes les bondes et s'échappe en cascades indomptables, la petite femme va chez elle et le laisse crier. Seulement 4 ou 5 jours après, « Ne vous mettez pas en colère, lui dit-elle. Vous pouvez vous briser un vaisseau dans la poitrine, sans compter le mal que vous me faites. » Et alors le lion d'Essling se sauve pour aller essuyer une larme. Quand il se présente au salon, et que nous y sommes occupés à causer, « Laissez-nous, il me lit quelque chose, » dit-elle, et il nous laisse. Il n'y a que les hommes forts, grands et colères, de ces foudres de guerre, de ces diplomates à tête olympienne, de ces hommes de génie, pour avoir ces partis pris de confiance, cette générosité pour la faiblesse, cette constante protection, cet amour sans jalousie, cette bonhomie avec la femme. Ma foi, je mets la science de la comtesse autant au-dessus des vertus sèches et hargneuses que le satin d'une causeuse est préférable au velours d'Utrecht d'un sot canapé bourgeois. Mon cher, je suis dans cette admirable campagne depuis 6 jours, et je ne me lasse pas d'admirer les merveilles de ce parc, dominé par de sombres forêts, et où se trouvent de jolis sentiers le long des eaux. La nature et son silence, les tranquilles jouissances, la vie facile à laquelle elle invite, tout m'a séduit. Oh,
voilà la vraie littérature. Il n'y a jamais de faute de style dans une prairie. Le bonheur serait de tout oublier ici, même les débats. Tu dois deviner qu'il a plu pendant 2 matinées. Pendant que la comtesse dormait, pendant que Montcornet courait dans ses propriétés, j'ai tenu, par force, la promesse si imprudemment donnée de vous écrire. Jusqu'alors, quoique né dans Alençon, d'un vieux juge et d'un préfet, à ce qu'on dit, quoique connaissant les herbages, je regardais comme une fable l'existence de ces terres, au moyen desquelles on touche par mois 4 à 5 000 francs. L'argent, pour moi, se traduisait par 2 horribles mots, le travail et le libraire, le journal et la politique. Quand aurons-nous une terre où l'argent poussera dans quelques jolis paysages? C'est ce que je nous souhaite, au nom du théâtre, de la presse et du livre. Ainsi soit-il. Florine va-t-elle être jalouse de feu mademoiselle Laguerre? Nos bourrets modernes n'ont plus de noblesse française qui leur apprenne à vivre. Ils se mettent 3 pour payer une loge à l'opéra, se cotisent pour un plaisir, et ne coupent plus d'in-quarto magnifiquement reliés pour les rendre pareils aux in-octavo de leur bibliothèque. À peine achète-t-on les livres brochés, où allons-nous? Adieu, mes enfants. Aimez toujours. Votre doux Blondet. Si, par un hasard miraculeux, cette lettre, échappée à la plus paresseuse plume de notre époque, n'avait pas été conservée, il eût presque été impossible de peindre les aigues. Sans cette description, l'histoire, doublement horrible qui s'y est passée, serait peut-être moins intéressante. Beaucoup de gens s'attendent sans doute à voir la cuirasse de l'ancien colonel de la garde impériale éclairée par un jet de lumière, à voir sa colère allumée, tombant comme une trombe sur cette petite femme, de manière à rencontrer, vers la fin de cette histoire, qui se trouve à la fin de tant de livres modernes, un drame de chambre à coucher. Le drame moderne pourrait-il éclore dans ce joli salon, à dessus de porte en camailleux bleuâtre, où babillaient les amoureuses scènes de la mythologie, où de beaux oiseaux fantastiques étaient peints au plafond et sur les volets, où sur la cheminée riaient à gorge déployée les monstres de porcelaine chinoise, où sur les plus riches vases, des dragons bleus et or tournaient leur queue en volute autour du bord, que la fantaisie japonaise avait émaillé de ses dentelles de couleur, où les duchesses, les chaises longues, les sofas, les consoles, les étagères inspiraient cette paresse contemplative qui détend toute énergie. Non, le drame ici n'est pas restreint à la vie privée. Il s'agite ou plus haut ou plus bas. Ne vous attendez pas à de la passion. Le vrai ne sera que trop dramatique. D'ailleurs, l'historien ne doit jamais oublier que sa mission est de faire à chacun sa part. Le malheureux et le riche sont égaux devant sa plume. Pour lui, le paysan a la grandeur de ses misères, comme le riche a la petitesse de ses ridicules. Enfin, le riche a des passions. Le paysan n'a que des besoins. Le paysan est donc doublement pauvre. Et si, politiquement, ces agressions doivent être impitoyablement réprimées, humainement et religieusement, il est sacré. Chapitre 2. Une bucolique oubliée par Virgile. Quand un Parisien tombe à la campagne, il s'y trouve sevré de toutes ses habitudes et sent bientôt le poids des heures, malgré les soins les plus ingénieux de ses amis. Aussi, dans l'impossibilité de perpétuer les causeries du tête-à-tête, si promptement épuisées, les châtelains et les châtelaines vous disent-ils naïvement «
Vous vous ennuierez bien ici. En effet, pour goûter les délices de la campagne, il faut y avoir des intérêts, en connaître les travaux et le concert alternatif de la peine et du plaisir, symbole éternel de la vie humaine. Une fois que le sommeil a repris son équilibre, quand on a réparé les fatigues du voyage et qu'on s'est mis à l'unisson des habitudes champêtres, le moment de la vie de château le plus difficile à passer pour un Parisien, qui n'est ni chasseur ni agriculteur, et qui porte des bottes fines, est la première matinée. Entre l'instant du réveil et celui du déjeuner, les femmes dorment ou font leur toilette et sont inabordables. Le maître du logis est parti de bonne heure à ses affaires. Un Parisien se voit donc seul de 8h à 11h, l'instant choisi dans presque tous les châteaux pour déjeuner. Or, après avoir demandé des amusements aux minuties de la toilette, il a perdu bientôt cette ressource, s'il n'a pas apporté quelque travail impossible à réaliser, et qu'il remporte vierge en connaissant seulement les difficultés. Un écrivain est donc obligé alors de tourner dans les allées du parc, de bâiller aux corneilles, de compter les gros arbres. Or, plus la vie est facile, plus ses occupations sont fastidieuses, à moins d'appartenir à la secte des Quakers tourneurs, à l'honorable corps des charpentiers ou des empailleurs d'oiseaux. Si l'on devait, comme les propriétaires, rester à la campagne, on meublerait son ennui de quelques passions pour la géologie, la minéralogie, l'entomologie ou la flore du département. Mais un homme raisonnable ne se donne pas un vice pour tuer une quinzaine de jours. La plus magnifique terre, les plus beaux châteaux, deviennent donc assez promptement insipides pour ceux qui n'en possèdent que la vue. Les beautés de la nature semblent bien mesquines comparées à leur représentation au théâtre. Paris scintille alors par toutes ses facettes. Sans l'intérêt particulier qui vous attache, comme Blondet, au lieu honoré par les pas, éclairé par les yeux d'une certaine personne, on envierait aux oiseaux leurs ailes pour retourner au perpétuel, aux émouvants spectacles de Paris et à ses déchirantes luttes. La longue lettre, écrite par le journaliste, doit faire supposer aux esprits pénétrants qu'il avait atteint moralement et physiquement à cette phase particulière aux passions satisfaites, au bonheur assouvi, et que tous les volatiles engraissés par force représentent parfaitement quand, la tête enfoncée dans leur gésier qui bombe, ils restent sur leurs pattes, sans pouvoir ni vouloir regarder le plus appétissant manger. Aussi, quand sa formidable lettre fut achevée, Blondet éprouva-t-il le besoin de sortir des jardins d'Armide et d'animer la mortelle lacune des 3 premières heures de la journée. Car entre le déjeuner et le dîner, le temps appartenait à la châtelaine, qui savait le rendre court. Garder, comme le fit Madame de Montcornet, un homme d'esprit pendant 1 mois à la campagne, sans avoir vu sur son visage le rire faux de la satiété, sans avoir surpris le bâillement caché d'un ennui qui se devine toujours, est un des plus beaux triomphes d'une femme. Une affection qui résiste à ces sortes d'essais doit être éternelle. On ne comprend point que les femmes ne se servent pas de cette épreuve pour juger leurs amants. Il est impossible à un sot, à un égoïste, à un petit esprit d'y résister. Philippe II lui-même, l'Alexandre de la dissimulation, aurait dit son secret durant 1 mois de tête-à-tête à la campagne. Aussi les rois vivent-ils dans une agitation perpétuelle et ne donnent-ils à personne le droit de les voir pendant plus d'1 quart d'heure. Nonobstant les délicates attentions d'une des plus charmantes femmes de Paris, Émile Blondet retrouva donc le plaisir oublié depuis longtemps de l'école buissonnière, quand, sa lettre finie, il se fit éveiller par François, le premier valet de chambre, attaché spécialement à sa personne, avec l'intention d'explorer la vallée de l'Avonne. L'Avonne
est la petite rivière qui, grossie au-dessus de Couches par de nombreux ruisseaux, dont quelques-uns sourdent aux aigues, va se jeter à la ville aux Failles, dans un des plus considérables affluents de la Seine. La disposition géographique de l'Avonne, flottable pendant environ 4 lieues, avait depuis l'invention de Jean Rouvet donné toute leur valeur aux forêts des aigues, de Soulanges et de Ronquerolles, situées sur la crête des collines, au bas desquelles coule cette charmante rivière. Le parc des Aigues occupait la partie la plus large de la vallée, entre la rivière, que la forêt dite des Aigues borde des 2 côtés, et la grande route royale que ces vieux ormes tortillards indiquent à l'horizon, sur une côte parallèle à celle des monts dits de l'Avonne, ce premier gradin du magnifique amphithéâtre appelé le Morvan. Quelque vulgaire que soit cette comparaison, le parc ressemblait, ainsi posé au fond de la vallée, à un immense poisson dont la tête touchait au village de Couches et la queue au bourg de Blangy. Car plus long que large, il s'étalait au milieu par une largeur d'environ 200 arpents, tandis qu'il en comptait à peine 30 vers Couches et 40 vers Blangy. La situation de cette terre, entre 3 villages, à 1 lieue de la petite ville de Soulanges, d'où l'on plongeait sur cet Éden, a peut-être fomenté la guerre et conseillé les excès qui forment le principal intérêt de cette scène. Si, vu de la grande route, vu de la partie haute de la ville aux Failles, le paradis des aigues fait commettre le péché d'envie aux voyageurs, comment les riches bourgeois de Soulanges et de la ville aux Failles auraient-ils été plus sages, eux qui l'admiraient à toute heure? Ce dernier détail topographique était nécessaire pour faire comprendre la situation, l'utilité des 4 portes par lesquelles on entrait dans le parc des Aigues, entièrement clos de murs, excepté les endroits où la nature avait disposé des points de vue et où l'on avait creusé des sauts de loup. Ces 4 portes, dites la porte de Couches, la porte d'Avonne, la porte de Blangy, la porte de l'Avenue, révélaient si bien le génie des diverses époques où elles furent construites que, dans l'intérêt des archéologues, elles seront décrites, mais aussi succinctement que Blondet a déjà dépeint celle de l'Avenue. Après 8 jours de promenade avec la comtesse, l'illustre rédacteur du journal des débats connaissait à fond le pavillon chinois, les ponts, les îles, la Chartreuse, le chalet, les ruines du temple, la glacière babylonienne, les kiosques, enfin tous les détours inventés par les architectes de jardin et auxquels 900 arpents peuvent se prêter. Il voulait donc s'ébattre aux sources de l'Avonne, que le général et la comtesse lui vantaient tous les jours, en formant chaque soir le projet oublié chaque matin d'aller les visiter. En effet, au-dessus du parc des Aigues, l'Avonne a l'apparence d'un torrent alpestre. Tantôt, elle se creuse un lit entre les roches, tantôt, elle s'enterre, comme dans une cuve profonde. Là, des ruisseaux y tombent brusquement en cascade. Ici, elle s'étale à la façon de la Loire, en effleurant des sables, en rendant le flottage impraticable par le changement perpétuel de son chenal. Blondet prit le chemin le plus court, à travers les labyrinthes du parc, pour gagner la porte de Couches. Cette porte exige quelques mots, plein d'ailleurs de détails historiques sur la propriété. Le fondateur des Aigues fut un cadet de la maison de Soulanges, enrichi par un mariage, qui voulut narguer son aîné. Ce sentiment nous a valu les féeries de l'Isola Bella sur le lac Majeur. Au Moyen-Âge, le château des Aigues était situé sur l'Avonne. De ce castel, la porte seule subsistait, composée d'un porche semblable à celui des villes fortifiées et flanqué de 2 tourelles à poivrières. Au-dessus de la voûte du porche, s'élevaient de puissantes assises, ornées de végétation et percées de 3 larges croisées à croisillons. Un escalier en colimaçon, ménagé dans une des tourelles,
menait à 2 chambres, et la cuisine occupait la seconde tourelle. Le toit du porche, à forme aiguë, comme toute vieille charpente, se distinguait par 2 girouettes, perchées aux 2 bouts d'une cime ornée de ces serrureries bizarres que les savants nomment une acrotère. Beaucoup de localités n'ont pas d'hôtel de ville si magnifique. Au dehors, le claveau du cintre offrait encore l'écusson des Soulanges, conservé par la dureté de la pierre de choix, où le ciseau du tailleur d'images l'avait gravé. D'azur à 3 bourdons en pal d'argent, à la face brochante de gueules, chargé de 5 croisettes d'or aux pieds aiguisés, et il portait la déchiqueture héraldique imposée aux cadets. Blondet déchiffra la devise. « Je saoule agir », un de ces calembours que les croisés se plaisaient à faire avec leur nom, et qui rappelle une belle maxime de politique, malheureusement oubliée par Montcornet, comme on le verra. La porte, qu'une jolie fille avait ouverte à Blondet, était en vieux bois, alourdie par des quinconces de ferraille. Le garde, réveillé par le grincement des gonds, mit le nez à sa fenêtre et se laissa voir en chemise. « Comment ? Nos gardes dorment encore à cette heure-ci » se dit le Parisien, en se croyant très fort sur la coutume forestière. En un quart d'heure de marche, il atteignit aux sources de la rivière, à la hauteur de Couche, et ses yeux furent alors ravis par un de ces paysages dont la description devrait être faite comme l'histoire de France, en 1000 volumes ou un seul. Contentons-nous de 2 phrases. Une roche ventrue et veloutée d'arbres nains, rongée aux pieds par l'Avonne, disposition à laquelle elle doit un peu de ressemblance avec une énorme tortue mise au travers de l'eau, figure une arche, par laquelle le regard embrasse une petite nappe claire comme un miroir, où l'Avonne semble endormie et que terminent au loin des cascades à grosses roches où de petits saules pareils à des ressorts vont et viennent constamment sous l'effort des eaux. Au-delà de ces cascades, les flancs de la colline, coupés raides, comme une roche du Rhin vêtue de mousse et de bruyère, mais trouée comme elle par des arêtes schisteuses, versent çà et là de blancs ruisseaux bouillonnants, auxquels une petite prairie, toujours arrosée et toujours verte, sert de coupe. Puis, comme contraste à cette nature sauvage et solitaire, les derniers jardins de Couche se voient de l'autre côté de ce chaos pittoresque, au bout des prés, avec la masse du village et son clocher. Voilà les 2 phrases. Mais le soleil levant, mais la pureté de l'air, mais l'âcre rosée, mais le concert des eaux et des bois, devinez-les. Ma foi, c'est presque aussi beau qu'à l'opéra, se dit Blondet, en remontant l'Avonne, innavigable, dont les caprices faisaient ressortir le canal droit, profond et silencieux de la basse Avonne, encaissé par les grands arbres de la forêt des Aigues. Blondet ne poussa pas très loin sa promenade matinale. Il fut bientôt arrêté par un des paysans qui sont, dans ce drame, des comparses si nécessaires à l'action qu'on hésitera peut-être entre eux et les premiers rôles. En arrivant à un groupe de roches, où la source principale est serrée comme entre 2 portes, le spirituel écrivain aperçut un homme qui se tenait dans une immobilité capable de piquer la curiosité d'un journaliste, si déjà la tournure et l'habillement de cette statue animée ne l'avaient profondément intrigué. Il reconnut, dans cet humble personnage, un de ces vieillards affectionnés par le crayon de Charlet, qui tenait au troupier de cet Homère des soldats par la solidité d'une charpente habile à porter le malheur, et à ces immortels balayeurs par une figure rougie, violacée, rugueuse, inhabile à la résignation. Un chapeau de feutre grossier, dont les bords tenaient à la calotte par des reprises, garantissait des intempéries cette tête presque chauve.
Il s'en échappait 2 flocons de cheveux, qu'un peintre aurait payé 4 francs à l'heure pour pouvoir copier cette neige éblouissante et disposée comme celle de tous les pères éternels classiques. À la manière dont les joues rentraient en continuant la bouche, on devinait que le vieillard édenté s'adressait plus souvent au tonneau qu'à la huche. Sa barbe blanche, clairsemée, donnait quelque chose de menaçant à son profil par la raideur des poils coupés courts. Ses yeux, trop petits pour son énorme visage, inclinés comme ceux du cochon, exprimaient à la fois la ruse et la paresse. Mais en ce moment, il jetait comme une lueur, tant le regard jaillissait droit sur la rivière. Pour tout vêtement, ce pauvre homme portait une vieille blouse, autrefois bleue, et un pantalon de cette toile grossière qui sert à Paris à faire des emballages. Tout citadin aurait frémi de lui voir aux pieds des sabots cassés, sans même un peu de paille pour en adoucir les crevasses. Assurément, la blouse et le pantalon n'avaient de valeur que pour la cuve d'une papeterie. En examinant ce Diogène campagnard, Blondet admit la possibilité du type de ces paysans qui se voient dans les vieilles tapisseries, les vieux tableaux, les vieilles sculptures, et qui lui paraissaient jusqu'alors fantastiques. Il ne condamna plus absolument l'école du lait en comprenant que, chez l'homme, le beau n'est qu'une flatteuse exception, une chimère à laquelle il s'efforce de croire. Quelles peuvent être les idées, les mœurs d'un pareil être? À quoi pense-t-il? Se disait Blondet, pris de curiosité. Est-ce là mon semblable? Nous n'avons de commun que la forme, et encore. Il étudiait cette rigidité particulière au tissu des gens qui vivent en plein air, habitués aux intempéries de l'atmosphère, à porter les excès du froid et du chaud, à tout souffrir enfin, qui font de leur peau des cuirs presque tannés, et de leurs nerfs un appareil contre la douleur physique, aussi puissant que celui des Arabes ou des Russes. Voilà les peaux rouges de Cooper, se dit-il. Il n'y a pas besoin d'aller en Amérique pour observer des sauvages. Quoique le Parisien ne fût qu'à 2 pas, le vieillard ne tourna pas la tête et regarda toujours la rive opposée, avec cette fixité que les fakirs de l'Inde donnent à leurs yeux vitrifiés et à leurs membres ankylosés. Vaincu par cette espèce de magnétisme, plus communicatif qu'on ne le croit, Blondet finit par regarder l'eau. « Eh bien, mon bonhomme, qu'y a-t-il donc là ?» demanda Blondet, après un gros quart d'heure, pendant lequel il n'aperçut rien qui motivât cette profonde attention. « Chut !» dit tout bas le vieillard, en faisant signe à Blondet de ne pas agiter l'air par sa voix. « Vous allez l'effrayer. »« Qui ?»« Une loutre, mon cher monsieur. Si elle nous entend, elle est capable de filer sous l'eau. Et il n'y a pas à dire, elle a sauté là, tenez. Voyez-vous, où l'eau bouille. Oh, elle guette un poisson. Mais quand elle va vouloir rentrer, mon petit l'empoignera. C'est que, voyez-vous, la loutre est ce qu'il y a de plus rare. C'est un gibier scientifique, ben délicat tout de même. On me le paierait 10 francs aux aigues, vu que la comtesse fait maigre, et c'est maigre demain. Dans les temps, défunt madame m'en a payé jusqu'à 20 francs. Et elle me rendait la peau. « Mouche !» cria-t-il à voix basse. « Regarde bien !» De l'autre côté de ce bras de l'Avonne, Blondet vit 2 yeux brillants, comme des yeux de chat sous une touffe d'aulne. Puis, il aperçut le front brun, les cheveux ébouriffés d'un enfant d'environ 12 ans, couché sur le ventre, qui fit un signe pour indiquer la loutre et avertir le vieillard qu'il ne la perdrait pas de vue. Blondet, subjugué par le dévorant espoir du vieillard et de l'enfant, se laissa mordre par le démon de la chasse. Ce démon a 2 griffes, l'espérance et la curiosité, vous mène où il veut. « La peau se vend au chapelier, » reprit le vieillard. « C'est si beau, si doux, ça se met aux casquettes. »« Vous croyez, vieillard ?» dit Blondet en souriant. « Certainement, monsieur, vous devez en savoir plus long que moi.
quoique j'ai 70 ans, répondit humblement et respectueusement le vieillard, en prenant une pause de donneur d'eau bénite. Et vous pourriez peut-être bien me dire pourquoi ça plaît tant aux conducteurs et aux marchands de vin. Blondet, ce maître en ironie, déjà mis en défiance par le mot scientifique en souvenir du maréchal de Richelieu, soupçonna quelque raillerie chez ce vieux paysan. Mais il fut détrompé par la naïveté de la pose et par la bêtise de l'expression. « Dans ma jeunesse, on en voyait beaucoup de loot. Le pays leur est si favorable, reprit le bonhomme. Mais on les a tant chassés que c'est pas tout au plus si nous en apercevons la queue d'une par 7 ans. Aussi, le sous-parfait de la ville aux failles, monsieur le connaît-il? Quoique parisien, c'est un brave jeune homme, comme vous. Il aime les curiosités. Pour l'or, sachant mon talent pour prendre les loots, car je les connais, comme vous pouvez connaître votre alphabet, il m'a donc dit comme ça, « Père Fourchon, quand vous trouverez une loot, apportez-la moi, qui me dit, et je vous la paierai bien. Et si elle était tachetée de blanc sur le dos, qui me dit, je vous en donnerai 30 francs. » Et voilà ce qu'il me dit sur le port de la ville aux failles, aussi vrai que je crée en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a encore un savant à Soulanges, monsieur Gourdon, notre médecin, qui fait un cabinet d'histoire naturelle et qui a pas son pareil à Dijon. Le premier savant de ces pays-ci qui me la paierait bien cher. Il sait empailler les hommes et les bêtes. Et donc, mon garçon me soutient que cette loutre a des poils blancs. Alors, si c'est ça, que je lui ai dit, ah, le bon Dieu nous veut du bien ce matin. Voyez-vous, l'eau qui bouille. Oh, elle est là. Quoique ça vive dans une manière de terrier, ça reste des jours entiers sous l'eau. Oh, elle vous a entendu, mon cher monsieur, elle se défie. Il n'y a pas d'animaux plus fins que celui-là. C'est pire qu'une femme. C'est peut-être pour cela qu'on les appelle au féminin des loutres, dit Blondet. Dame, monsieur, vous qui êtes de Paris, vous savez cela mieux que nous. Mais vous auriez bien me fait pour nous de dormir la grasse matinée, car, voyez-vous, cette manière de flot. Elle s'en va par en dessous. Va, mouche. Ah, elle a entendu monsieur, la loutre. Elle est capable de nous faire droguer jusqu'à minuit. Allons-nous-en. Voilà nos 30 franquinages. Mouche se leva, mais à regret. Il regardait l'endroit où bouillonnait l'eau, le montrant du doigt, et ne perdant pas tout espoir. Cet enfant, à cheveux crépus, la figure brunie comme celle des anges dans les tableaux du XVe siècle, paraissait être en culotte, car son pantalon finissait aux genoux, par des déchiquetures ornées d'épines et de feuilles mortes. Ce vêtement nécessaire tenait par 2 cordes d'étoupe en guise de bretelles. Une chemise de toile, de la même qualité que celle du pantalon du vieillard, mais épaissie par des raccommodages barbus, laissait voir une poitrine hâlée. Ainsi, le costume de mouche l'emportait encore en simplicité sur celui du père Fourchon. « Ils sont bien bon enfants ici », se dit en lui-même Blondet. Les gens de la banlieue de Paris vous apostropheraient drôlement un bourgeois qui ferait envoler leur gibier. Et comme il n'avait jamais vu de loutre, pas même au muséum, il fut enchanté de cet épisode de sa promenade. « Allons, reprit-il, touché de voir le vieillard s'en allant sans rien demander. Vous vous dites un chasseur de loutres fini, si vous êtes sûr que la loutre soit là. » De l'autre côté, Mouche leva le doigt et fit voir des bulles d'air montées du fond de l'Avonne qui vinrent expirer en cloche au milieu du bassin. « Elle est revenue là !» dit le père Fourchon. « Elle a respiré, la gueuse, car c'est elle qui a fait ces boutifesses-là. Comment s'arrange-t-elle pour respirer au fond de l'eau ? C'est si malin que ça se moque de la science. » « Eh bien, » répondit Blondet, à qui ce dernier mot parut être une plaisanterie plutôt due à l'esprit paysan qu'à l'individu. « Attendez et prenez la loutre. »« Et notre journée, à Mouche et à moi ? » ?»« Que vaut-elle, votre journée ? » ?»« À nous deux, mon apprenti et moi ? 5 francs, » dit le vieillard en regardant Blondet dans les yeux, avec une hésitation qui révélait un surfait énorme. Le journaliste tira 10 francs de sa poche en disant « En voilà 10, et je vous en donnerai tout autant pour la loutre. Elle ne vous coûtera pas cher si elle a du blanc sur le dos, car le sous-parfait me disait que notre muséum
n'en a qu'une de ce genre-là. C'est qu'il est instruit tout de même, notre sous-parfait, et pas bête. Si je chasse à la loutre, Monsieur des Lupeaulx chasse à la fille de Monsieur Caupartin, qui a une fière dot blanche sur le dos. Tenez, mon cher monsieur, sans vous commander, allez vous bouter au mi-temps de l'Avonne, à Astepierre, là-bas. Quand nous aurons forcé la loutre, elle descendra le fil de l'eau. Car voilà leur ruse à ces bêtes, elles remontent plus haut que leur trou pour pêcher. Et une fois chargées de poissons, elles savent qu'elles iront mieux à la dérive. Quand je vous dis que c'est fin, si j'avais appris la finesse à leur école, je vivrais à 7 heures de mes rentes. J'ai su trop tard qu'il fallait remonter le courant de grand matin pour trouver le butin avant les autres. Enfin, on m'a jeté un sort à ma naissance. À nous trois, nous serons peut-être plus fins que cette l'autre. Et comment, mon vieux nécromancien ? Ah, dame, nous sommes si bêtes, nous autres paysans, que nous finissons par entendre les bêtes. V'là comme nous ferons. Quand la loutre voudra s'en revenir chez elle, nous l'effrayerons ici, et vous l'effrayerez là-bas. Effrayée par nous, effrayée par vous, elle se jettera sur le bord. Si elle prend la voie de la terre, elle est perdue. Ça peut pas marcher. C'est fait pour la nage, avec leurs pas de doigts. Oh, ça va-t-il nous amuser, car c'est un vrai carambolage. On pêche et on chasse à la fois. Le général, chez qui vous êtes, aux aigues, il est revenu 3 jours de suite, tant il s'y entêtait. Blondet, muni d'une branche coupée par le vieillard, qui lui dit de s'en servir pour fouetter la rivière à son commandement, alla se poser au milieu de l'Avonne, en sautant de pierre en pierre. « Là, bien, mon cher monsieur !» Blondet resta là, sans s'apercevoir de la fuite du temps, car de moment en moment, un geste du vieillard lui faisait espérer un heureux dénouement. Mais d'ailleurs, rien ne dépêche mieux le temps que l'attente de l'action vive qui va succéder au profond silence de l'affût. « Père Fourchon, dit tout bas l'enfant, en se voyant seul avec le vieillard, il y a tout de même une loutre. Tu la vois là ? La v'là !» Le vieillard fut stupéfait en apercevant entre 2 eaux le pelage brun-rouge d'une loutre. « Elle va sur moi, dit le petit. Fiche-lui un petit coup sec sur la tête et jette-toi dans l'eau pour la tenir au fin fond sans la lâcher. Mouche fondit dans l'Avonne comme une grenouille effrayée. « Allez, allez, mon cher monsieur, dit le père Fourchon à Blondet, en se jetant aussi dans l'Avonne et en laissant ses sabots sur le bord. « Effrayez-la donc, la voyez-vous, elle nage sur vous !» Le vieillard courut sur Blondet en fendant les eaux et lui criant, avec le sérieux que les gens de la campagne gardent dans leur plus grande vivacité, « La voyez-vous là, le long des roches !» Blondet, placé par le vieillard de manière à recevoir les rayons du soleil dans les yeux, frappait sur l'eau de confiance. « Allez, allez du côté des roches !» cria le père Fourchon. « Le trou de la loutre est là-bas, à votre gauche !» Emporté par son dépit, qu'une longue attente avait stimulé, Blondet prit un bain de pied en glissant au-dessus des pierres. « Hardi, mon cher monsieur, hardi, vous y êtes ! Oh, vent pour Dieu, la v'là qui passe entre vos jambes. Ah bah, elle passe, voilà, elle passe !» dit le vieillard au désespoir. Et comme pris à l'ardeur de cette chasse, le vieux paysan s'avança dans les profondeurs de la rivière jusque devant Blondet. « Nous l'avons manqué par votre faute, » dit le père Fourchon, à qui Blondet donna la main et qui sortit de l'eau comme un triton, mais comme un triton vaincu. « La garce, elle est là, sous les rochers. Elle a lâché son poisson, » dit le bonhomme en regardant au loin et montrant quelque chose qui flottait. « Nous aurons toujours la tanche, car c'est une vraie tanche. » En ce moment, un valet en livrée et à cheval, qui menait un autre cheval par la bride, se montra, galopant sur le chemin de couche. « Tenez, v'là les gens du château qui font mine de vous chercher, » dit le bonhomme. « Si vous voulez repasser à la rivière, je vais vous donner la main. »« Bah, ça m'est bien égal de mouiller, ça m'évite du blanchissage. »« Et les rhumes ?» dit Blondet. « Ah, ouais. Voyez-vous pas que le soleil nous a culottés, mouche et moi, comme des pipes de major ? Appuyez-vous sur moi, mon cher monsieur. Vous êtes de Paris ? Vous savez pas vous tenir sur notre roche, vous qui savez tant de choses. Si vous restez longtemps ici, vous apprendrez ben des choses dans un livre de la nature, vous qui, dit-on, écrivez dans les papiers nouvelles. » Blondet était arrivé sur l'autre bord de l'Avonne quand Charles, le valet de pied, l'aperçut. « Oh, monsieur !» s'écria-t-il.
Vous ne vous figurez pas l'inquiétude dans laquelle est madame. Depuis qu'on lui a dit que vous étiez sorti par la porte de couche, elle vous croit noyé. Voilà 3 fois qu'on sonne le second coup du déjeuner, en grande volée, après vous avoir appelé partout dans le parc, où monsieur le curé vous cherche encore. Quelle heure est-il donc, Charles ? 11h 3/4 ? Aide-moi à monter à cheval. Est-ce que, par hasard, monsieur aurait donné dans la loutre au père Fourchon ? Dit le valet, en remarquant l'eau qui s'égouttait des bottes et du pantalon de Blondet. Cette seule question éclaira le journaliste. « Ne dis pas un mot de cela, Charles, et j'aurai soin de toi, » s'écria-t-il. « Oh, pardi, monsieur le comte lui-même a été pris à la loutre du père Fourchon, » répondit le valet. « Dès qu'il arrive un étranger aux aigues, le père Fourchon se met aux aguets, et si le bourgeois va voir les sources de l'Avonne, il lui vend sa loutre. Il joue ça si bien que monsieur le comte y est revenu 3 fois et lui a payé 6 journées pendant lesquelles ils ont regardé l'eau couler. Et moi qui croyais avoir vu dans Potier, dans Baptiste Cadet, dans Michaud et dans Montrose les plus grands comédiens de ce temps-ci, se dit Blondet. Que sont-ils auprès de ce mendiant ? Oh, il connaît très bien cet exercice. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.